Alors que l'équipe de 5 hommes et leurs chiens de traîneau luttaient contre des vents hurlants et une neige aveuglante, chaque pas ressemblait à une bataille contre les éléments. Chaque seconde les emmenait plus profondément dans l'inconnu, où les engelures étaient une menace constante et la mort se cachait au-delà de la prochaine crête glacée. Mais ils se rapprochaient de leur objectif, le pôle sud. Un endroit si éloigné et impitoyable qu'il était intact et non documenté par l'homme. Mais une question les préoccupait. Où étaient-ils exactement? Et seraient-ils les premiers à le conquérir? C'est la véritable histoire de la course folle vers le pôle sud dans cet épisode de Map-Pack. C'était au début du XXe siècle, et la grande frontière invaincue semblait plutôt conquise. Les régions les plus reculées de la Terre étaient visitées par des expéditions des grands empires du monde, et beaucoup étaient immédiatement colonisés pour leurs ressources. Pour ceux qui considéraient l'exploration comme une récompense en soi, la recherche de nouvelles frontières était lancée, et personne n'était plus déterminé que Roald Amundsen. L'explorateur norvégien était célèbre pour ses expéditions polaires. Il était déjà célèbre pour avoir été le premier à traverser avec succès le passage du nord-ouest sur le Goa, lors d'une mission qui a duré de 1903 à 1906, et maintenant, il était prêt pour un défi plus grand. Il restait 2 grandes régions à conquérir, les pôles dans le cercle arctique et l'Antarctique. La Norvège était tantalizingly proche de l'Arctique, alors Amundsen a jeté son dévolu sur la conquête du pôle Nord, seulement pour voir cela anéanti peu de temps après son retour en Norvège. Les rivaux américains Cook et Peary avaient déjà planté les étoiles et les rayures au pôle, mais non sans controverse. Peary prétendait avoir atteint le pôle en premier, mais Cook insistait sur le fait qu'il l'avait devancé de près d'1 an, déclenchant une vive dispute. Amundsen n'a pas été découragé et a immédiatement fixé son regard sur le sud. L'Antarctique était un objectif encore plus éloigné, et nécessiterait l'un des plus longs voyages en mer jamais entrepris par une équipe d'exploration. Il s'agirait probablement d'une mission périlleuse de plusieurs années, avec un risque élevé de décès. Mais cela n'avait jamais arrêté Amundsen auparavant. Quand Amundsen a expliqué ses plans à ses soutiens, beaucoup ont probablement pensé qu'il était devenu fou. L'Antarctique était connu comme la dernière frontière pour une raison. C'était un vaste paysage de glace où la mort pour les non-préparés n'était pas seulement une possibilité, c'était une certitude. S'étendant sur un étonnant 5,4 millions de miles carrés, l'Antarctique se classe parmi les plus grandes masses terrestres sur Terre, second seulement à la Russie moderne en taille. Et il est presque entièrement gelé, n'offrant aucun refuge contre le froid glacial, pratiquement pas d'eau potable, pas d'abri et pas de provisions. La vie animale y est rare, à l'exception des pingouins, oiseaux marins et mammifères aquatiques sur la côte. Mais pour trouver le pôle sud, Amundsen et son équipage devraient s'éloigner beaucoup de la côte et entreprendre une randonnée mortelle qui mettrait leur endurance à l'épreuve. Naturellement, une autre équipe a décidé de se joindre à la fête. Initialement, Amundsen a différé la révélation de ses plans complets à ses financeurs et au public, conscient qu'ils le considéreraient comme une mission suicidaire insensée. Même lorsqu'il collectait des fonds, il était évasif sur sa destination. Il n'a pas informé son équipage pendant ses préparatifs. Il a choisi son équipage principal parmi les explorateurs les plus élites de l'époque. Elmer Hansen a joué un rôle crucial dans la mission Geijoa, démontrant une compétence et une résilience inégalées. Sverre Hassel, un conducteur de traîneau à chien chevronné, a apporté une précieuse expérience acquise sur le From, lors de la tentative d'Amundsen de contourner le Groenland. Oscar Wisting était un vétéran militaire décoré, tandis qu'Olaf Björlund était un champion de ski et très doué sur la glace. 14 membres d'équipage à terre les ont rejoints, évitant ainsi la partie la plus intense de la mission. Mais ils devaient se dépêcher, car le plus grand empire du monde de l'époque était à leur trousse. Robert Falcon Scott n'avait pas seulement peut-être le nom le plus métallique de l'histoire humaine, l'officier de la Royal Navy britannique était le plus audacieux explorateur de Sa Majesté. Il avait battu le record de l'exploration la plus lointaine de l'Antarctique, sans atteindre le pôle. Il était déterminé à retourner à son ennemi et à atteindre cet objectif. Et à l'aube de 1910, le quadragénaire était prêt à lancer sa propre expédition. Son équipe tendait davantage vers son passé militaire, avec Edgar Evans, Henry Robert Bowers et Lawrence Oates, tous étant des camarades de la marine. Ils ont été rejoints par Edward Wilson, un explorateur et un historien naturel qui avait précédemment travaillé avec Ernest Shackleton. Ils étaient une équipe d'élite, prête à conquérir le pôle. Mais une seule mission pouvait réussir. Dans un autre monde, ils auraient pu collaborer. Les explorateurs forgèrent souvent des alliances pour affronter des climats difficiles, et Scott avait précédemment envoyé à Amundsen des instruments clés qui avaient aidé dans ses précédentes expéditions.
Mais Amundsen traitait cette expédition avec plus de secret que jamais. Il a refusé l'appel de Scott lorsque l'explorateur britannique testait de nouveaux équipements en Norvège. Et ainsi, les deux explorateurs les plus ambitieux du monde se lanceraient dans une quête épique, une quête qui pourrait facilement se terminer par la mort de l'un ou des deux partis. Mais tout le monde n'était pas au courant du plan. Amundsen avait radicalement révisé ses plans, après que les Américains aient atteint le pôle Nord, et il dépendait fortement du financement de la couronne et du gouvernement norvégien pour financer sa mission. Une expédition au pôle Sud serait un énorme risque. Il voulait donc que seules quelques figures clés en soient informées. Le plan était que la mission quitte en août 1910, à bord de son célèbre navire Fram, puis se dirige vers le port de Madère, son unique escale. Elle se dirigerait ensuite plein sud, vers la mer de Ross en Antarctique. Il lui restait à informer l'équipage. Alors que les membres les plus critiques de l'équipe d'Amundsen connaissaient les détails de la mission, l'équipage à bord du navire ne le savait pas, et beaucoup ont été choqués de découvrir qu'il s'embarquait pour un voyage beaucoup plus long en quittant la côte portugaise. Amund a présenté cela comme s'il faisait un détour par le pôle Sud avant le pôle Nord, et a donné à chaque homme le choix de continuer ou de débarquer. Ils ont tous choisi de continuer. Après tout, l'histoire attendait. Mais il y avait encore une personne à qui il devait informer de son plan. Après tout est permis dans l'exploration. Pourquoi Amundsen a-t-il envoyé un câble à Scott, le prévenant qu'il serait sur le même chemin? C'était peut-être une compétition amicale, ou une ouverture à la coopération qu'il espérait. Mais en même temps, Scott avait déjà pris la mer sur son propre navire, le Terra Nova. En plus de son équipage principal, il avait 65 membres du personnel à terre et à bord, dont plusieurs vétérans d'expéditions passées. Il s'appuyait fortement sur ses alliés de la Royal Navy, et sa mission semblait plus moderne que celle d'Amundsen à première vue. Alors qu'Amundsen comptait beaucoup sur la méthode traditionnelle de transport du Nord avec des traîneaux à chiens, Scott était un grand fan de la nouvelle technologie, et avait prévu d'utiliser des traîneaux à moteur, ainsi que des poneys qui avaient été utilisés par Shackleton. Mais avec la nouvelle technologie viennent de nouveaux problèmes. Les motoneiges étaient difficiles à manier et sujettes aux pannes. Les poneys vieillissaient et pourraient ne pas être à la hauteur des longues randonnées dans le gel antarctique. Scott avait bien des équipes de chiens, mais il était peu enthousiaste à leur utilisation. Il avait toutefois deux avantages sur l'équipe d'Amundsen. Un départ en avance, car il avait mis les voiles environ 2 mois avant Amundsen, et un territoire dans l'hémisphère sud. L'Empire britannique s'étendait à travers le globe, et l'Australie était un très bon point de départ pour lancer leur mission finale vers le pôle sud. Mais les deux hommes partageaient un problème dont ils ne voulaient pas parler. Il a fallu beaucoup d'argent pour financer une expédition de cette envergure. Scott, précédemment financé par la Royal Geographic Society, s'est appuyé sur des fonds privés et des subventions gouvernementales pour cette mission. Il a poursuivi sa collecte de fonds lors de ses escales dans les colonies britanniques. Amundsen, quant à lui, bénéficiait d'un soutien important du gouvernement norvégien, mais la mission beaucoup plus longue vers le pôle sud avait été accueillie avec scepticisme tant de la part du grand public que de ses généreux donateurs. Et dans une mission comme celle-ci, tout cet argent pourrait se retrouver dans un grand froid. La première phase de la mission se déroulerait sans problème. Après tout, les deux hommes avaient déjà effectué de longs voyages en mer auparavant. Le From a navigué vers le sud pendant 4 mois, ignorant majoritairement l'accueil hostile à leur retour. Au nouvel an 1911, ils voyaient des icebergs, et 2 semaines plus tard, ils étaient arrivés à la baie des Baleines en Antarctique. Scott, quant à lui, a rejoint le Terra Nova après une grande partie du voyage, en embarquant en Afrique du Sud, et en se dirigeant vers Melbourne et la Nouvelle-Zélande. Ils ont pris de nouvelles fournitures à la fin de novembre 1910, mais ont immédiatement rencontré des problèmes, car Mère Nature aurait pu être du côté d'Amundsen. Le Terra Nova était fortement surchargé lorsqu'il a pris la mer, et une tempête a bientôt frappé, provoquant des inondations à bord et leur coûtant des fournitures précieuses. Le navire a perdu 2 poneys, un chien et une grande partie de leurs réserves de charbon et d'essence. Ils ne sont pas tant arrivés en Antarctique qu'ils l'ont heurté, et ont été coincés dans la banquise du sud pendant 20 jours avant de pouvoir continuer. Cela a fortement entamé les réserves de charbon de Scott. Il n'a pu continuer qu'à l'aube de 1911, laissant essentiellement Amundsen les rattraper. La course vers le pôle sud était lancée. Le prochain défi était de trouver un site pour un camp de base, dans l'un des paysages les plus inhospitaliers du monde. Le From avait la tâche la plus facile, ayant une arrivée ordonnée au pôle avec Amundsen choisissant un site à environ 4 km du navire. Mais il y aurait des défis significatifs à mettre en place la base qui serait connue sous le nom de Framheim,
transportant une grande partie du contenu massif du navire sur la glace. 6 équipes de chiens étaient nécessaires pour déplacer les fournitures, et l'équipage à terre a lancé des expéditions de chasse et a collecté autant de phoques qu'ils le pouvaient pour nourrir l'équipage à long terme. Mais ils étaient sur le point d'obtenir une compagnie inattendue. C'était le 3 février, lorsque le Terra Nova est arrivé dans la baie des Baleines, ayant été bloqué par la glace de leur destination originale. Ils cherchaient une approche appropriée, lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient été battus par leurs rivaux norvégiens. Malgré tout, la civilité a prévalu, les 2 équipes se rendant brièvement visite, partageant le petit déjeuner et récupérant toutes les informations possibles de l'équipe rivale. Bien qu'Amundsen ait proposé à l'équipe britannique une place à côté de Framheim, celle-ci a été refusée, et l'équipage de Terra Nova est retourné en mer autour de l'Antarctique pour chercher le point de départ approprié pour leur mission. Ce serait le début de 2 chemins radicalement différents pour les missions. L'équipage de Scott finirait par s'installer sur l'île Ross, dans la baie qu'il nommerait Cap Evans. L'espoir était que cette zone resterait libre de glace en été, permettant aux navires d'aller et venir. Un logement préfabriqué avait été construit sur l'île, et leurs provisions étaient non principalement transportées par les poneys, qui se sont avérés être d'excellents animaux de bât, malgré leur âge avancé. Ils ont ensuite commencé le processus de mise en place d'une série de dépôts le long de la barrière sur le bord, pour faciliter la recherche de provisions et d'abris lorsqu'ils ont commencé l'exploration principale. Mais ensuite, ils ont dû attendre. Parce que l'Antarctique se trouvait dans l'hémisphère sud, les saisons étaient inversées par rapport à ce que les 2 hommes connaissaient. Le soleil se coucherait en avril, et ne se lèverait pas pendant tout l'hiver froid. Tenter d'explorer pendant cette période conduirait à une mort certaine, donc les 2 hommes avaient prévu de se terrer avec l'équipage pour l'hiver pendant la première saison. Amundsen a prévu des activités pour maintenir le moral des hommes. L'équipage à terre a donc passé une grande partie du mois à préparer les traîneaux, qui servirait à traverser la glace. Parmi les autres tâches figurèrent la préparation des rations pour le voyage et la vérification et l'amélioration de l'équipement. Les hommes suivaient un régime spécial, avec des baies et du pain riche en vitamines, ainsi que beaucoup de viande indigène, y compris des pingouins et des phoques, pour les approvisionner en vitamines pendant les mois froids et sombres. Et non loin de là, Scott et ses hommes suivaient un plan similaire. La cabane de Cap Evans serait la maison de l'équipage de Terra Nova pendant plusieurs mois, et conformément à l'arrière-plan de Scott, toute l'affaire avait une ambiance plus militaire. La cabane était subdivisée, de sorte que les officiers et l'équipage étaient assez séparés, et l'équipage suivait un horaire strict de travail scientifique et de préparation pour la course à venir. Scott était également très conscient de la nécessité d'une activité physique, tant pour les animaux que pour les hommes. Les matchs de football extérieur et les conférences des experts de la mission offraient respectivement de l'exercice physique et mental. Et puis, lentement mais sûrement, le soleil s'est levé. Ce serait Amundsen qui ferait le premier mouvement début septembre, alors que la température atteignait un vif moins 68 degrés Fahrenheit, soit moins 56 degrés Celsius. Ils ont débuté rapidement, parcourant 15 000 nautiques, 27 km, par jour avec des équipes de chiens de traîneau. Les hommes portaient des vêtements fabriqués à partir de peaux de loup et de rennes isolées, et même cela ne suffisait pas pour éviter de graves douleurs et des problèmes de sommeil. Lorsque les pattes des chiens ont gelé après seulement 4 jours de voyage, Amundsen a réalisé qu'il avait commis une erreur. L'équipe a construit des igloos pour se protéger, et Amundsen a pris la difficile décision qu'il devrait retourner à Framheim. Le retour a été une affaire périlleuse, plusieurs chiens sont morts. Cela a conduit à une rupture entre Amundsen et son proche allié, Hilmar Johansson, concernant le moment de la tentative d'atteindre le pôle. L'argument couvait depuis avant leur départ et s'est intensifié, conduisant à l'éviction de Johansson du groupe polaire. C'était un revers dévastateur, mais cela ouvrirait-il la porte à la victoire de Terra Nova ? Terra Nova avait été confronté à des défis de terrain dès le début, et cela ne s'arrêterait pas maintenant. Le groupe avait été divisé en plusieurs équipes, prévoyant une exploration beaucoup plus approfondie du pôle. Le groupe du Nord a rencontré de sérieux problèmes, car la glace de mer entravait leur chemin, tandis que les groupes géologiques de l'Ouest entreprenaient 2 expéditions pour cartographier la vaste zone. Wilson avait même dirigé une expédition hivernale au Cap Crozier avec Apsley, Cherry Garrard et Henry Bowers, dans l'intention d'obtenir des œufs de pingouins à un stade précoce d'incubation. C'était une mission brutale, et a été décrite par un membre de l'équipage comme le pire voyage au monde. Scott, cependant, était satisfait de l'expérience, car elle leur a fourni plus d'informations sur le terrain dans ses pires conditions, et ils sont revenus avec succès avec 3 œufs. Mais maintenant, il était temps pour l'événement principal.
Scott donnerait ses plans pour la marche au pôle Sud le 13 septembre 1911, un peu plus tard qu'Amundsen. Il était bien préparé, envoyant 16 hommes avec des traîneaux à moteur, des chiens et des poneys en direction du glacier Beardmore. Mais la plupart ne continueraient pas jusqu'au pôle. Le but est de soutenir et reconstituer les provisions pour le trajet du retour. Quant aux poneys, ils seraient abattus pour la nourriture en cours de route. C'était un terrain dur et impitoyable, et Scott n'était pas un homme sentimental. Et à présent, une ascension ardue les guettait. Scott maintenait la motivation à un niveau élevé, et les gens plutôt tendus en ne révélant pas qui ferait partie de l'expédition polaire finale pendant une grande partie du voyage. Le plus grand défi sur leur chemin serait le glacier Beardmore, et cela commencerait avec 12 hommes, Scott en éliminant 4 à mi-chemin, et les renvoyant avec l'équipe de chiens. Finalement, le 3 janvier 1912, ils atteindraient un point clé, et Scott ferait sa dernière coupe, menant à l'ultime expédition polaire de 5 personnes. Il y avait juste un problème. Scott avait initialement prévu une équipe de 4 hommes pour atteindre le pôle, nécessitant un recalcul des poids clés et des rations. Mais Amundsen avait aussi été occupé. Ce fut un long mois amer de calcul des pertes et de planification pour l'explorateur norvégien. Et il ne se sentit prêt à repartir que le 11 octobre. Maintenant, avec son équipe finale de 5 explorateurs polaires, ils se sont mis en route avec 4 traîneaux et 52 chiens, et se sont immédiatement dirigés vers un labyrinthe de brouillard gelé. Ils ont failli rencontrer un désastre lorsqu'un traîneau a failli tomber dans une crevasse créée par l'équipe du dépôt, et a emporté Amundsen avec lui. Mais un appel rapproché a été évité, et ils ont donc fait un temps rapide, atteignant une fois de plus leur marque de 15 milles nautiques, ou 27 km par jour. Ils ont marqué leur route en utilisant des blocs de neige tous les 3 miles, mais ils étaient maintenant en territoire inconnu. Scott avait un avantage clé. Il suivait l'itinéraire de Shackleton, mais Amundsen n'avait pas accès à ces informations et devait trouver son propre chemin à travers les montagnes transantarctiques. Il a passé plusieurs jours à explorer les contreforts, avant de trouver un itinéraire clair. Mais ils ont rapidement découvert que ce serait une ascension difficile, avec de nombreux détours dans la neige profonde. Ils sont finalement arrivés au glacier, environ 1 mois après leur départ, Amundsen attribuant une grande partie du mérite à son robuste attelage de chiens. L'étape suivante serait la plus ardue du périple. L'équipage a gravi plus de 10 000 pieds, soit un peu plus de 3000 mètres, sur le glacier, et maintenant, la dernière étape du voyage les attendait. 45 des chiens avaient survécu jusqu'à ce point, et Amundsen a choisi de continuer avec une équipe de 18, le reste étant tué pour la nourriture. Ceux qui sont revenus de la mission l'ont décrite comme la partie la plus difficile de la mission, car ces chiens fidèles avaient encore une partie clé de la mission. Mais la survie était primordiale ici, et les hommes ont mangé et partagé avec les chiens avant de se préparer pour la prochaine étape de la mission. Le glacier était le plus grand obstacle. Les 2 hommes devaient le conquérir. Mais qui serait le premier ? Cette prochaine étape serait la plus brutale pour l'équipage d'Amundsen. Le petit groupe, avec les chiens restants, a chargé leurs traîneaux et s'est préparé pour une marche difficile de près de 60 jours. Le mauvais temps a retardé leur heure de départ initiale, et ils n'avaient aucun moyen de savoir si quelqu'un d'autre les avait devancés dans la désolation sauvage. Alors qu'ils continuaient leur chemin, ils ont frôlé la mort à chaque tournant, car la surface glacée était remplie de crevasses tranchantes qui étaient souvent difficiles à voir dans le vent violent et le brouillard. Chaque pas pourrait signifier une mort possible, mais ils étaient sur le point d'entrer dans le bal des diables. C'est le nom qu'Amundsen a donné à une zone où les crevasses des Tchekordatiques étaient cachées par la neige et la glace. Chaque pas était accompagné d'un son creux inquiétant, indiquant que la zone sous eux pourrait se briser à tout moment. Ils ont finalement progressé vers un terrain plus solide, et ils étaient à portée de l'un des points les plus significatifs de l'Antarctique, le marqueur de Shackleton. L'explorateur légendaire avait abandonné sa propre mission avant d'atteindre le pôle, mais avait laissé un marqueur de 88 degrés en 23 minutes. C'était le plus au sud que quiconque n'avait jamais voyagé. Lorsqu'une des équipes a vu cela, ils savaient qu'ils étaient proches. À ce stade, les 2 équipes étaient à l'affût de tout signe de leur rival. Un drapeau noir dans le désert blanc signifierait un échec, et Amundsen a failli avoir une crise cardiaque lorsqu'il a vu quelque chose de sombre dans la neige. Mais il s'est avéré que ce n'était que des excréments de chiens de leur propre équipe. Ils ont donc continué à avancer, sachant qu'ils n'étaient qu'à quelques jours de marquer l'histoire. Et loin de leur marque, faisant leur propre ascension, une autre équipe se rapprochait. C'était le 9 janvier, lorsque l'équipage de Scott a dépassé la célèbre marque d'Ernest Shackleton.
Ce qui semblait impossible était maintenant très possible, et ils ont continué à avancer malgré le froid dévastateur pendant une autre semaine. Ils étaient maintenant à moins d'un jour de réaliser leur destin. Et puis, enfin, ils ont vu le drapeau noir de Roald Amundsen flotter dans le vent froid de l'Antarctique. C'était le 14 décembre 1911, presque un mois plus tôt, lorsque l'équipe d'Amundsen avait trouvé le pôle avec succès, planté le drapeau norvégien, et lui avait donné le nom de plateau du roi Hakon 7. Ils ont passé plusieurs jours à fixer l'emplacement du pôle pour leurs archives, et ont même laissé du matériel pour Scott pour aider leurs collègues explorateurs à revenir, avant de retourner à Framheim après un long voyage. La lumière du jour était 24/7 pendant cette période, dont la cécité des neiges était un danger. Mais le 7 janvier, ils arrivaient à leur dépôt, et le 30 janvier, ils naviguaient triomphalement de retour vers la Norvège. Mais pour Scott, c'était une histoire très différente. Le perdant de la course épique vers le pôle sud, Robert Falcon Scott, était maintenant laissé seul avec l'énormité du moment. Il a commenté que le pôle était un endroit terrible à être quand on n'était pas le premier. Il espérait toujours être le premier à retourner en Australie pour informer le monde. Alors il a planté le drapeau, et ses hommes ont commencé leur voyage de retour. Mais les hommes commençaient rapidement à s'épuiser, plusieurs souffrant de graves engelures, alors qu'ils approchèrent du glacier. Le premier maître Edgar Evans serait le premier à mourir d'une combinaison d'engelures et de blessures dues à une chute près du bas du glacier. Et les choses allaient passer de mal en pis. Ils sont arrivés à la barrière 3 jours avant les équipes de chiens prévues, et ont trouvé peu de carburant dans les dépôts. Oates avait été vaincu par les engelures, ses mains et ses pieds, essentiellement inutiles, et a choisi volontairement de quitter la tente et de marcher vers sa mort pour augmenter les chances de survie de l'équipe. Alors que les 3 restants marchèrent vers un grand dépôt, ils ont été frappés par une grande tempête de neige, à 11 miles ou 17 km de leur destination. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite, mais Scott a laissé une dernière entrée de journal détaillant la tempête incessante, trouvée dans ce qui est devenu leur dernier lieu de repos. Une mission s'est terminée en victoire, l'autre en tragédie. Il faudrait plus d'une demi-année avant qu'une mission réussie n'atteigne le site où les hommes avaient dépéri, et un simple mémorial serait érigé en leur honneur. Le corps d'Oates n'a jamais été retrouvé, car il avait disparu dans une nature sauvage inconnue. Lorsque la nouvelle de la mort de Scott s'est répandue, l'homme a été considéré comme un héros tragique par le public, et peu de gens étaient prêts à remettre en question les choix qu'il avait faits, et qui ont conduit à cette fin. Mais à la fin du XXe siècle, des livres ont été publiés suggérant que Scott aurait pu être un leader autoritaire inflexible dont les compétences organisationnelles n'ont jamais été remises en question en raison de son style de leadership militaire. Mais pour Amundsen, la gloire l'attendait. Les Froms ont continué à naviguer vers Hobart, en Tasmanie, le site de l'emplacement du télégramme, et ont appris qu'il n'y avait eu aucune nouvelle de Scott. C'était le 7 mars 1912, et personne ne connaissait encore le sort de Scott. Il a envoyé des télégrammes à son frère, à ses bailleurs de fonds et au roi, avant de contacter immédiatement le Daily Chronicle de Londres et de vendre les droits de son histoire. Il était en plein milieu d'une tournée mondiale pour célébrer son exploit, lorsque la nouvelle du tragique décès de Scott est arrivée. Bien qu'ils aient été rivaux, il y avait un profond respect entre ces deux guerriers de l'inconnu, et Amundsen savait bien qu'il y avait eu de nombreux moments dans le voyage où il aurait pu connaître le même sort. C'était l'ironie ultime. Un explorateur qui a passé sa vie fasciné par le pôle Nord serait désormais à jamais associé au pôle Sud. Mais Amundsen ne serait pas satisfait de sa victoire. Il retournerait bientôt au Nord, cherchant à l'explorer par lui-même, et il serait l'un des premiers à voir les 2 pôles. Mais il mourut en 1928 lors d'une mission de sauvetage dans l'Arctique qui tourna au désastre. Et à la fin, les 2 grands explorateurs trouveront leur fin exactement comme ils ont vécu, dans la sauvagerie du grand inconnu. Merci d'avoir regardé. Pour plus de recherches sur les grands mystères du monde, consultez les vrais emplacements des 7 merveilles du monde ancien, ou regardez plutôt cette autre vidéo de nous. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, prenez soin de vous là-bas.